Donc, c'est la correction du DS. On va commencer très logiquement par le premier exercice. Donc, un exercice qui est essentiellement un exercice de cours, des petites questions de cours. Montrer que E est un espace vectoriel. Bon, ça ne pose pas de problème particulier. Je peux déjà remarquer que E est inclus dans R3. Je peux remarquer que le vecteur nul de R3, donc 0, 0, 0, est dans E, puisque, eh bien, d'une part, vous avez 2 fois 0 moins 0 plus 0 qui vaut 0, et d'autre part, vous avez 0 plus 0 moins 2 fois 0 qui vaut 0. Donc, cet ensemble E n'est pas vide. Ensuite, il faut vérifier la stabilité par combinaison linéaire. Donc pour ça, on se donne un réel lambda. Un vecteur U qui sera égal à x, y, z qui est dans E. Un vecteur V qui sera x', y', z' qui sera aussi dans E. Et on va s'intéresser à lambda U plus V. Donc lambda U plus V, ça sera lambda x plus x', lambda y plus y', lambda z plus z'. Ce vecteur lambda u plus v, il va vérifier les deux équations qui caractérisent l'ensemble E. Donc on a 2 fois le x, donc, qui est ici lambda x plus x', moins le y, attention aux parenthèses, plus le z, donc lambda z plus z', et ça vaut quoi? Comme d'habitude, on va développer et refactoriser autrement en séparant tout ce qui est en prime de ce qui ne l'est pas. Donc je vais avoir 2 lambda x moins lambda y plus lambda z plus 2x' moins y' plus z', c'est-à-dire lambda facteur de 2x moins y plus z plus 2x', c'est moins y', c'est bon, moins y' plus z'. Or, eh bien, U est dans E, donc cette chose-là vaut 0, puisque U est dans E. Cette chose-là vaut 0, puisque V est dans E, et lambda fois 0 plus 0, ça fait 0. Donc on a vérifié la première des deux équations. On vérifie la deuxième. Donc j'ai x plus y moins 2z. Donc ça, même chose qu'au-dessus, je vais tout regrouper. Donc je vais avoir lambda facteur de x plus y moins 2z plus x' plus y' moins 2z'. Ça vaut 0 puisque U est dans E. Ça vaut 0 puisque V est dans E, donc ça vaut 0. On en déduit que lambda U plus V est dans E. Donc E est stable par combinaison linéaire. Finalement, E est donc un SEV de R3. Donc E, c'est ça qu'on nous demandait, est un espace vectoriel. Question très simple. Question B. Déterminer une base de E. Donc je me donne un vecteur U appartenant à E. On sait que on a 2x moins y plus z qui vaut 0 et x plus y moins 2z qui vaut 0. Je vais résoudre ce système de deux équations à 3 inconnues, donc on sait déjà qu'il n'y aura pas une unique solution. Si on a ça, qu'est-ce que l'on va avoir? Par exemple, je laisse la première telle qu'elle. Et la deuxième ligne, eh bien, je vais faire la première ligne, par exemple, moins 2 fois la deuxième.
Donc j'ai 2x moins 2 fois x, 2x moins 2x, 0. Moins y, moins 2y, donc je vais avoir moins 3y. Z, moins 2 fois moins 2, donc plus 4z, donc plus 5z, égale 0. Ce qui va me permettre, la deuxième ligne, hein, d'exprimer y en fonction de z, ou z en fonction de y. Par exemple, je vais avoir z est égal à 3/5 de y. Je reporte dans la première. J'ai donc 2x moins y plus 3/5 de y. Oui, c'est ça. Ce qui revient à z égale 3/5 de y. Et ici, j'oublie le égal 0 quand même. Et donc, j'ai 2x moins 2/5 de y qui vaut 0. Donc, j'ai z égale 3/5 de y. Et ici, je vais avoir x qui va être égal à 2/5 sur 2, donc 1/5 de y. Et donc, finalement, mon x, y, z, c'est quoi? Eh bien, c'est 1/5 de y, et 3/5 de y, c'est-à-dire y facteur de 1/5, 1, 3/5. J'en déduis que E, c'est vect de ce vecteur 1/5, 1, 3/5. Remarquez que je peux ne pas aimer les fractions, et donc tout multiplier par 5, ce sera donc le même espace vectoriel que celui engendré par 1, 5 et 3. Comme ce vecteur est une famille, entre guillemets, génératrice de E, il est tout seul, c'en est donc une base. Donc E, donc je vais dire par exemple donc le vecteur 1, 5, 3, mais j'aurais pu choisir 1/5, 1, 3/5 sans problème, est une base de E. En déduire la dimension de E, on a donc que je choisisse ce vecteur ou celui-là, hein, j'ai toujours qu'un seul vecteur dans la base en question, dimension de E est égale à 1. Est-ce que j'ai noté le petit b quelque part? Oui, c'est bon. Donc voilà pour la première question, pas de difficulté. Deuxième question. La famille E1, E2, E3, E4 peut-elle être une base de R3? J'ai la dimension de R3 qui vaut 3. La famille E1, E2, E3, E4 comporte 4 vecteurs, c'est trop. Parce que pour être une base, il faudrait qu'il n'y en ait que 3. Hein. Elle ne peut donc pas être une base de R3. S'il y avait 3 vecteurs, ça aurait pu être le cas, mais avec 4, c'est trop. Question B. La famille E1, E2, E3, E4 est-elle libre? Eh bien, si jamais la famille était libre, je vais te dire les choses autrement, hein. Dans un espace de dimension 3, une famille libre peut avoir au maximum 3 vecteurs, c'est du cours. Dans un espace de dimension 3, une famille libre contient au maximum 3 vecteurs. Ici, on a 4, donc c'est mort. Hein. Donc, E1, E2, E3, E4 n'est pas libre. C'est pas possible. Donc, une famille libre doit avoir au maximum autant de vecteurs que la dimension de l'espace. Une famille génératrice, au contraire, elle doit avoir au minimum autant de vecteurs que la dimension de l'espace. Question C, déterminer le rang. Donc comme on a vu, on va essayer de supprimer des vecteurs. Alors ici, il y en a qui sont assez simples à obtenir.
Par exemple, vous avez E2, c'est 1, 2, 1. Hein. E2, c'est quoi? Eh bien, vous avez E4 plus 2E3. Donc E2 est combinaison linéaire de E3 et E4. En d'autres termes, vect de E1, E2, E3, E4. Ben, E2 est combinaison linéaire de E3 et E4, donc je peux l'avoir avec E3 et E4, je peux le retirer, ce sera le même vect que E1, E3 et E4. Non, il faut voir si on peut encore améliorer les choses. E1, c'est E3 plus E4. De même, vect de E1, E2, E3, E4 sera égal à vect, ben je peux encore retirer E1, hein, de E3 et E4. La famille E3, E4 est libre, puisqu'elle est constituée de vecteurs qui ne sont pas collinaires. Et qu'il n'y a que deux vecteurs. Hein, constitués de deux vecteurs non collinaires. Donc finalement, le rang de la famille, il y en a deux que je peux retirer, c'est le même rang que E3 et E4. C'est une famille libre et génératrice de vecteurs de E3 et E4, donc une base de E3 et E4, c'est-à-dire 2. Voilà pour cette question 2C. Question 3. Détermine une primitive sur R plus étoile de la fonction qui à x associe 3 sur x. Donc 3 sur x, c'est x ici, c'est 3 fois 1 sur x. Eh bien, si je prends la fonction qui à x associe 3 fois moins 1 sur x carré, c'est-à-dire moins 3... pardon, je vous dis n'importe quoi, je dérive. 3 fois ln de x est une primitive de 3 sur x sur R plus étoile. Question 4. Un petit peu plus compliqué. Une primitive de x associe 7x facteur de 2x carré plus 1 à la puissance 4. Donc, ça a l'air compliqué, mais en fait ça ne l'est pas tant que ça. Posons alpha moins 1 égale 4, ce qui revient à dire que alpha égale 5. U de x égale 2x carré plus 1. On a alors U' de x qui vaut 4x. Nouvelle page. Alors si j'appelle f cette chose-là, on a donc f de x qui vaut quoi? Alpha U', U puissance alpha moins 1. Donc je fais apparaître mon U', mon U puissance alpha moins 1. Donc là j'ai bien mon U'. Là j'ai mon U. Là j'ai mon alpha moins 1. Et pour que ça marche, il faudrait que ce soit multiplié par alpha. Donc je rajoute cette multiplication. Rajouter une multiplication, c'est pas top comme terme, mais bon. Et maintenant, il faut que je compense. Je n'ai pas le 5, donc je vais multiplier par un cinquième. Et puis, j'ai pas 4, j'ai 7. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais là aussi compenser, donc je vais diviser par 4 et multiplier par 7. Donc là, vous voyez, vous avez ici une constante. Donc ça vaut quoi? Ça vaut 7 sur 4 fois 5, 20, multiplié par 5, multiplié par 4x.
multiplié par 2x carré plus 1 à la puissance 5 moins 1. J'ai réécrit ma fonction autrement. Cette fonction a pour primitive, par exemple, cette fonction admet, c'est pas la seule, hein, mais en tout cas c'en est une, 7 sur 20, u puissance alpha pour primitive. Question 5. Calculer l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 4 dt. Une fonction toute simple. Je cherche une primitive de la fonction qui a t associe t puissance 4. Donc je vais avoir t puissance 5 sur 5 que j'évalue entre 0 et 1. Donc ce qui me fait 1/5. Question 6. À l'aide d'une IPP, calculer l'intégrale de 1 à e de t ln de t dt. On va poser par exemple u' de t égale t, v de t égale ln de t. On obtient que u de t, ça sera t carré sur 2, et v' de t, ça sera 1 sur t. U et v sont de classe C1 sur l'intervalle 1e. On a donc cette intégrale que je vais appeler i. I égale le produit uv, donc t carré sur 2 ln de t, que je vais évaluer entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e de uv', donc de t carré sur 2, multiplié par 1 sur t dt. Alors évidemment, on peut faire le calcul à la volée, mais je détaille un petit peu pour que vous compreniez bien le principe. J'évalue en e, donc je vais avoir e carré sur 2 multiplié par ln de e qui vaut 1, donc ce qui me donne e carré sur 2, moins en 1 demi multiplié par ln de 1, ln de 1 ça vaut 0, donc ça s'en va, moins le 1 demi je le sors par linéarité, intégrale de 1 à e, et ici ça se simplifie, je vais obtenir t dt, ce qui va donc me faire e carré sur 2 moins 1 demi. Je trouve une primitive de t qui serait bien t carré sur 2, que j'évalue entre 1 et e. Donc je vais avoir e carré sur 2 moins 1 demi, facteur de e carré sur 2, moins 1 demi, c'est-à-dire e carré sur 2 moins e carré sur 4, moins et moins plus 1 quart, ou si vous préférez, en mettant tout sur 4, e carré sur 4 plus 1 quart, 1 plus e carré sur 4. Et donc ce qu'on me demande de trouver, c'était ça, l'intégrale entre 1 et e de t ln de t dt vaut 1 plus e carré sur 4. Cette question est terminée. La question suivante, la question 7. Donc cette question 7, on nous propose un changement de variable. Donc il s'agit de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de moins t dt en posant x égale exponentielle de t. On a donc dx est égal à exponentielle de t dt. Donc par changement de variable, cette intégrale que je vais appeler j, ça sera l'intégrale de exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, a exponentielle de 1, c'est-à-dire e, exponentielle de t dt, c'est dx, divisé par 1 plus exponentielle de moins t, c'est 1 sur exponentielle de t, donc 1 sur x. Évidemment, écrit comme ça, c'est pas très sympathique, c'est-à-dire que ça va être l'intégrale de 1 à e, de x sur 1 plus sur x plus 1, ce qui reviendra au même, dx. Et là, il nous faut un petit truc pour s'en sortir, parce que une primitive de x sur x plus 1, on ne sait pas en trouver directement. Mais un petit truc, petite astuce, c'est de dire que ça, c'est x plus 1 sur x plus 1, moins 1 sur x plus 1, dx. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai fait plus 1, moins 1.
Et donc je vais avoir l'intégrale entre 1 et e de 1 moins 1 sur x plus 1 dx, c'est-à-dire, je vais trouver une primitive de ce machin-là. Une primitive de 1, ça sera x, moins une primitive de 1 sur x plus 1, je vais choisir par exemple ln de x plus 1, que je vais intégrer entre 1 et e. Donc je vais avoir e moins ln de e plus 1, moins 1 plus ln de 2. Voilà ce que vaut l'intégrale j. C'est tout bizarre ça. En tout cas, la question 7 est terminée. Passons à la question 8. Soit x, une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètre 2, et c'est du cours, juste du cours. Donc là, j'espère que tout le monde aura les points à cette question-là. On vous demande simplement là-dedans de réciter le cours. Donc la première chose qu'on nous demande, je crois que c'est x de oméga. C'est ça. Donc x de oméga. Pour la loi de Poisson, eh bien, x de oméga, c'est n. Ensuite, je me donne k appartenant à x de oméga. La probabilité que x soit égal à k, là c'est du cours. Je dois avoir lambda qui ici vaut 2, puissance k, sur factoriel k, multiplié par exponentielle de moins lambda, par exponentielle donc de moins 2. Rien d'autre à dire. Ensuite, je crois qu'on nous demandait l'espérance et la variance. Pour une loi de Poisson, l'espérance vaut lambda, donc c'est-à-dire ici 2. La variance vaut lambda, c'est-à-dire ici aussi 2. On nous demandait rien d'autre, juste de recracher le cours. Question 9, toujours des probas, mais un petit peu plus élaborés. Donc c'est quelqu'un qui rentre chez lui, qui a un trousseau de 8 clés, et il ne sait pas quelle clé ouvre la porte, donc il les essaye une par une. Il essaye une clé, si ça ouvre, tant mieux, si ça n'ouvre pas, tant pis. Et donc, il essaye, mais malheureusement, cette personne ne met pas de côté les clés qui ont été essayées, et sans succès. Sans succès, là-dedans, ça vous dit tout ce qu'il faut comprendre. Hein. Il s'agit ici d'une répétition d'expérience de Bernoulli. Ici, donc, le fait d'essayer une clé est une expérience de Bernoulli. Dont le succès est la clé ouvre la porte. De proba. Je crois qu'il y a 8 clés, donc 1/8. Et donc finalement, on cherche le rang du premier succès. C'est exactement ça qu'on nous demande. Hein. Donc x suit une loi géométrique de paramètre 1/8. C'est une loi usuelle, toute bête. Question 2. Quelle est la probabilité qu'il réussisse à ouvrir la porte en 2 tentatives au maximum? C'est-à-dire qu'on nous demande ici la probabilité que le premier succès se trouve à un rang inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire que soit j'ai un succès à la première tentative, soit j'ai un succès à la deuxième tentative. Alors j'aurais pu écrire, je vais écrire les choses légèrement différemment, ce que j'ai écrit c'est pas faux, hein. Mais donc avoir un succès au maximum à la deuxième tentative, c'est x égale 1 ou x égale 2, c'est-à-dire p de x égale 1 plus p de x égale 2 par incompatibilité. Parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir les
deux événements qui se passent en même temps, hein, soit x vaut 1, soit x vaut 2, mais il ne peut pas prendre en même temps les deux valeurs. Et donc là, on peut soit utiliser la loi géométrique, soit de dire que réussir au premier coup, vous avez une chance sur 8 que ça arrive. Ne pas réussir au premier coup, mais réussir au deuxième, vous avez une chance de 7 sur 8 de rater au premier coup, multiplié par le deuxième coup, 1 huitième. Bon, sinon, vous avez du 7 sur 8 à la puissance k-1 multiplié par 1 huitième, ce qui est l'application de la formule pour la loi géométrique. Donc ce qui vous fait 1 sur 8 plus 7 sur 8 fois 8, 64. Donc vous avez ici 8 et 7, 15 sur 64. La probabilité de réussir en moins de 2 coups est égale à 15 sur 64. 4 fois 15, ça fait 60. Donc vous avez un peu moins d'une chance sur 4 de réussir au maximum au deuxième coup. Quel est le nombre moyen de tentatives avant que la personne puisse rentrer chez elle? Ce qu'on nous demande ici, finalement, hein, ça n'est rien d'autre que l'espérance de x. Le nombre moyen de coups, c'est l'espérance de la variable aléatoire qui nous intéresse. Reste à savoir comment on cherche l'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi géométrique. Eh bien, c'est 1 sur la valeur du paramètre, donc ici 1 huitième, c'est-à-dire 8. Il faut en moyenne 8 coups. Bon, ça, en même temps, on n'avait pas vraiment besoin de la loi géométrique pour dire ça. De façon tout à fait empirique, on pouvait raisonnablement penser à ces 8 coups. Il faut en moyenne 8 coups. Et je crois que c'est terminé pour ce premier exercice qui est juste du cours. Et voilà.